Bienvenue à la première de votre magazine économique hebdomadaire Eco-Déco. Au sommaire de cette édition, le brief Éco avec la tournée gouvernementale relative à la cherté de la vie et aux mesures d'atténuation. Qu'en pensent les populations? Un focus sur les craintes de ralentissement de l'économie chinoise. Puis, dans la rubrique d'Eco-Déco, nous parlerons de chômage et enfin, l'agenda économique de la semaine. Le brief Éco. Depuis quelques semaines, ministres, préfets, députés et maires sillonnent le Bénin pour expliquer les tenants et les aboutissants de l'inflation générale observée sur les denrées alimentaires, le gasoil, le ciment et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement de Patrice Talon pour juguler la crise. Qu'en ont pensé les populations? Le message a été bien reçu. D'ailleurs, la population a applaudi du fait que le gouvernement s'est déplacé pour venir expliquer ce que c'est que la cherté et ce qui fait en réalité ce que nous vivons concernant la cherté. Le gouvernement fait un pas de géant puisque si le gouvernement ne venait à la base expliquer, la population n'allait jamais comprendre ce qui se passe. C'est au moment où la Covid-19 est arrivée qu'on a constaté que les choses sont devenues de plus en plus difficiles au Bénin. À part le Covid-19 qui est arrivé, là, la guerre de l'Ukraine entre la Russie et l'Ukraine aussi qui a intervenu, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a constaté une flambée de prix au niveau de sur toute l'étendue du territoire national. Tout ce qui est notre besoin pour l'agriculture, on a déjà ça. Et avec quel prix? Tout ce qu'on entendait, on se demandait si on pouvait cultiver cette année. Mais de telle manière que notre gouvernement a ramené le prix à 14 000 francs le sac d'engrais, il n'a même pas d'augmentation. Sur le plan mondial, avec ce qu'on entend, la production sera plus que les années passées. Pour la campagne 2022-2023, on est rassuré. Les tracteurs sont venus, plus de milliers de tracteurs. Le gasoil est présent, les prix s'annoncent déjà très bien. Donc, on n'aura pas de difficultés. À vrai dire, j'ai écouté le chef de file de la délégation, Madame le ministre Toyin Foré Véronique, qui a parlé du hautement social. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. L'octroi de microfinance aux femmes, ça fait partie aussi des mesures d'atténuation contre cette crise. Au nombre des mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets de cette crise, il y a la décision du 19 mai 2022 qui a fixé le prix de vente au détail au consommateur final de l'huile végétale raffinée. Il est plafonné à 1300 francs CFA le litre sur toute l'étendue du territoire national. Selon l'article 2 de cette décision, les prix de vente des producteurs locaux de l'huile végétale raffinée s'entendent prix de vente TVA collectée incluse. Les prix de vente des distributeurs grossistes et détaillants de l'huile végétale raffinée s'entendent prix finaux sans TVA. La chaîne de la TVA s'arrête au niveau des producteurs locaux. Il s'agit d'une décision valable pour une période de 3 mois. Et pour finir, cette décision interdit l'exportation et la réexportation de l'huile végétale raffinée. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce focus de votre émission économique hebdomadaire Eco-Déco. Cette fois, nous allons nous projeter vers la Chine pour parler confinement et croissance parce que vous pouvez, peut-être vous en avez entendu parler depuis quelques semaines, il y a comme un vent de confinement strict sur certaines villes chinoises, ce qui fait craindre pour l'économie mondiale. Nous allons nous mettre en rapport avec notre collègue de CGTN pour voir ce qu'il en est exactement de l'autre côté de la Chine. Bonjour monsieur. J'espère que vous vous portez bien. Oui.
Merci beaucoup. Voilà, au niveau déjà du confinement, qu'est-ce qu'il en est réellement? Parce que pour être clair, tout le monde entier craint que la Chine ne connaisse un ralentissement du fait de ces confinements stricts. D'ores et déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, monsieur, certaines villes ici en Chine subissent aujourd'hui un confinement, bien sûr, mais pas comme beaucoup de monde l'imagine. Dans la plupart des villes concernées, le confinement est plutôt partiel. Tout est fait pour éviter un confinement total. Par exemple, je vis ici à Beijing, dans la capitale chinoise. Seuls les quartiers qualifiés à risque sont confinés. Pour les autres, la vie n'est pas tellement affectée, mais bien sûr, des dépistages de masse gratuits sont organisés où et quand c'est nécessaire. La Chine poursuit en fait la stratégie dynamique zéro Covid. Cela n'est pas du tout équivalent au zéro Covid. L'essentiel, c'est de dépister et soigner les cas positifs ou asymptomatiques rapidement et précisément, éviter une relance épidémique d'envergure tout en maintenant l'influence le moins possible. Sans aucun doute, vous avez raison, le confinement est coûteux, mais pour l'instant encore abordable pour le pays. Et il faut remarquer une différence essentielle de logique entre la Chine et beaucoup d'autres pays dans cette lutte anti-épidémique. La Chine met toujours la priorité sur la vie humaine et sur le peuple, peu importe le prix à payer. Chaque vie compte, purement et simplement. L'impact du confinement est bien réel. Selon le Bureau national de statistique, en mars, le chômage urbain a progressé pour atteindre 5,8%, alors que les ventes au détail ont baissé de 3,5%. Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, dès mi-mars, de nouvelles situations ont émergé. Les plus grandes difficultés pour la Chine, des cas positifs ou asymptomatiques sont apparus partout dans le pays. À cause du confinement, certaines usines sont obligées de suspendre leur activité. Certaines livraisons sont bloquées, alors que les chaînes d'approvisionnement sont également mises en péril. Voilà. Mais est-ce que très concrètement, ce confinement strict, quand bien même on comprend la logique de cette décision, n'entraîne pas simplement la fermeture de beaucoup d'usines? Parce qu'en réalité, c'est ce qui fait craindre un ralentissement de l'économie mondiale dans tous les pays du monde et principalement dans des pays comme le nôtre, des pays africains qui dépendent beaucoup, qui importent beaucoup de la Chine. On sait que le Covid a déjà entraîné depuis quelques années un ralentissement des flux logistiques. Donc on craint également que les ports chinois soient congestionnés et que, voilà, au niveau de la production manufacturière, qui est une stagnation, sinon un arrêt. Très concrètement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme les médias occidentaux le disent, est-ce que les usines chinoises sont effectivement à l'arrêt? Alors, monsieur, vous avez raison de poser cette question. Dans certaines villes confinées où les quartiers touchés, les usines sont obligées de suspendre leur activité. La plupart des provinces en Chine sont concernées, bien sûr, et beaucoup d'autoroutes ont été temporairement fermées en avril, affectant directement les livraisons des produits ou des matières premières. Tout cela met en péril la production et à la chaîne d'approvisionnement en Chine comme dans le monde. Un exemple, Shanghai, la capitale économique du pays, l'un des plus grands producteurs automobiles de la Chine, a subi un confinement depuis le 1er avril. La ville fournit des pièces détachées d'automobiles dans le monde et si les activités ne reprennent pas, beaucoup de productions automobiles risquent de s'interrompre. Peut-être dans l'Europe, peut-être en Afrique, alors partout peut-être. Le délai de livraison sera également reporté. Un autre exemple, à cause des cas positifs, 2 usines de Foxconn à Kunshan ont dû fermer temporairement leurs portes. La suspension d'activité du grand fabricant d'Apple donne un autre coup dur à sa chaîne d'approvisionnement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, de nombreuses mesures ont été prises pour permettre la réouverture des usines. Pour remédier aux problèmes des secteurs clés, la Chine a pris une mesure dite la liste blanche, permettant aux sociétés sur la liste de reprendre le plus tôt possible leur production. Plus de 1800 entreprises de Shanghai figuraient sur la première liste depuis le 28 avril et 90% d'entre eux ont repris leur travail.
D'accord. Donc, concrètement, si on vous écoute, il n'y a pas de risque de ralentissement, on va dire, beaucoup prédisent une récession en Chine. D'après vous, malgré le ralentissement factuel de l'économie dans certains secteurs, est-ce que le risque de récession est écarté? Et oui, monsieur, en fait, le défi est réel, mais en ce moment, aucun signal n'indique une récession. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la croissance de la Chine a résisté au premier trimestre 2022. En fait, c'était 4,8%, inférieur à l'objectif de croissance fixé pour cette année de 5,5% lors des 2 sessions, mais meilleur que prévu. Effectivement, pas mal d'économistes sont inquiets pour le deuxième trimestre car la situation dès mi-mars est plutôt compliquée qu'avant et les restrictions sont plus strictes, mais il faut aussi remarquer qu'en avril, avec la liste blanche mise en place, des milliers d'entreprises des secteurs clés sont autorisées à reprendre leur travail. Une bonne nouvelle pour la chaîne d'approvisionnement pour le monde. Et dès le 1er mai, Shanghai est partiellement déconfiné. 15 millions d'habitants sont désormais autorisés à sortir. La vie normale reprend progressivement. Et pour vous donner un autre chiffre, du 22 au 28 avril, les 15 plus grandes entreprises automobiles en Chine ont fabriqué en moyenne 45 000 véhicules par jour et 70% de plus que la période précédente de 7 jours. Les entreprises travaillent d'arrache-pied pour rattraper le retard. Cela n'est qu'un secteur concerné, il en va de même pour les autres. Et il faut souligner que pas mal de médias se sont trompés sur la stratégie de la Chine contre la pandémie. Ils ont manqué en fait le mot dynamique qui est cependant assez important en fait. Le terme complet est la dynamique zéro Covid. Un dispositif qui vise à garantir le plus possible un ordre de vie et de travail normal ici en Chine, tout en évitant une reprise drastique de l'épidémie. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, cette stratégie s'affiche efficace et économique et adaptée à la situation en Chine. Et surtout, elle permet une reprise éventuelle rapide d'activité dans les villes et les lieux sûrs. Et donc, pour vous répondre, monsieur, je pense que ce n'est pas encore le temps pour discuter d'une récession. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce qu'on peut retenir de ces échanges, c'est que le risque de récession est pour le moment écarté. Merci à Xiao Xijin qui nous entretenait depuis la Chine, notre collègue de CGTN. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci à vous et bonne suite de journée. Merci, monsieur. Bonne journée. Merci. Au menu du Dico Éco de cette édition, le chômage. Comment le définit-on? Le chômage, c'est le fait de ne pas avoir un travail qui procure de l'argent ou quelque chose qui procure de l'argent. Le chômage pour moi, c'est le fait que quelqu'un a la possibilité de travailler, mais n'a pas d'emploi dans son domaine d'activité par exemple. Si vous sortez diplômé en médecine mais que vous ne trouvez pas du travail, vous êtes au chômage. Toute la période que vous passez à chercher du travail, vous êtes au chômage, vous ne travaillez pas. Bon, selon moi, je dirais que le chômage, c'est le manque d'emploi, le manque d'opportunités pour pouvoir faire valoir ce qu'on sait, ses talents. Le chômage, selon moi, c'est le fait de ne pas avoir un emploi fixe. Le chômage, selon moi, pour ne pas trop parler, c'est le fait de ne pas trouver de travail. Et si on parle de chômage, quelqu'un qui n'a pas un diplôme ne peut pas dire qu'il y a un chômage de son côté. Il faut avoir un diplôme et chercher du travail sans trouver. C'est là qu'on peut parler du chômage. Si tu as un diplôme et tu déposes les dossiers un peu partout, on ne te prend pas. Dans ce cas, on peut parler de chômage, puisque tu as déjà le diplôme quand même et tu ne trouves pas de travail. C'est là on peut parler du chômage. Je peux dire de quelqu'un qui est en chômage, quelqu'un qui a par exemple fini ses études ou une formation et qui est à la recherche d'un emploi, mais qui n'a pas encore trouvé, on dit que cette personne est en chômage. Celui qui a été licencié est en chômage technique parce que vous voyez, il n'est plus les désœuvrés, il n'a plus d'emploi. Donc il faut chercher autre emploi, donc il est en chômage. Pas tout à fait. Le chômage est le fait pour une personne de plus de 15 ans de ne pas avoir d'emploi, d'en rechercher un activement
et d'être surtout disponibles pour travailler. Les chômeurs sont inclus dans la population active. Au sens du Bureau international du travail BIT, pour permettre des comparaisons internationales, les critères: se déclarer sans emploi, être disponible pour travailler et à la recherche effective d'un emploi, ne pas avoir travaillé dans la semaine précédant l'enquête. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, le chômage est la situation de la main-d'œuvre disponible à travailler qui est à la recherche d'un emploi mais ne réussit pas à en trouver. La définition du chômage et de ce qu'est la main-d'œuvre disponible à travailler varie toutefois selon les pays. Le calcul peut également être influencé par de nombreuses variables. Justement, comment calcule-t-on le taux de chômage? Les enquêtes sur la main-d'œuvre ou enquêtes emploi représentent généralement la source préférée d'informations permettant de déterminer le taux de chômage. Ces enquêtes peuvent être conçues pour couvrir virtuellement la totalité de la population non institutionnelle d'un pays donné et elles permettent de mesurer simultanément les personnes dans l'emploi, les chômeurs et les personnes hors de la main-d'œuvre dans un cadre cohérent. Taux de chômage égale donc nombre de chômeurs sur population active fois 100. La population active étant l'addition de la population active occupée, c'est-à-dire ayant un emploi au moment de l'enquête, et des chômeurs. Quand nous prenons la jeunesse béninoise, à voir les variantes, nous pouvons dire que nous sommes à 60%. Mais ça s'est réduit comparativement aux années antérieures. Selon moi, le taux de chômage, je peux arrondir ça à quelque chose de 30-40%. Selon moi. Bon, quelqu'un qui a fini sa formation, pour moi, il n'est pas un chômeur. Pourquoi? Parce qu'il a fini une formation, donc il doit pouvoir entreprendre quelque chose et ne pas nécessairement attendre un employeur. Je dirais plus de 60% des jeunes sont aujourd'hui dans le chômage. Je dirais que 70% de la population béninoise est au chômage. Bon, pour rester dans les normes, je dirais plus de 50%. Je ne vais pas m'aventurer sur des choses que je ne maîtrise pas. Au Bénin, le taux de chômage calculé selon la méthode BIT est de 2,3%.